Donc, tout doit s'effacer, tout s'effacera. C'est en accord avec l'exigence infinie de l'effacement qui crée a lieu et a son lieu. Cette citation du pas au-delà pourrait être l'épitaphe de la tombe sans dépouille que l'œuvre de Maurice Blanchot a représentée tout au long du XXe siècle. Par-delà sa disparition, l'auteur dont la vie fut entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre, aura laissé, au sein de l'époque qu'il a parcourue, la trace d'une figure mythique, celle d'un écrivain qui, écrivant, se reconnaissait déjà comme mort, effacé et peut-être même oublié. Paradoxalement, la signature posthume qu'il a inscrite dans la trame de son temps demeure pour l'ensemble de ses lecteurs sa conception de l'écriture littéraire moderne comme une expérience de la disparition. Ainsi, dans l'un de ses derniers textes publiés, Les intellectuels en question, en 1996, cherchant sans doute à résumer son propre parcours dans le siècle, il allégorise la recherche de l'art par l'artiste et l'écrivain comme la quête d'une sépulture vide. Mais l'artiste et l'écrivain, toujours en quête de leur tombeau, n'ont pas l'illusion de pouvoir jamais s'y reposer. Tombeau, le trouverait-il, comme jadis les croisés, selon Hegel, partirent pour libérer le Christ dans le sépulcre vénérable, alors qu'ils savaient bien, selon leur foi, que celui-ci était vide et qu'ils ne pourraient, en cas de victoire, que délivrer la sainteté du vide. Oui, la trouverait-il, ils ne seraient pas au bout, mais au commencement de leur peine, ayant pris conscience qu'il n'y aurait que désœuvrement dans la poursuite infinie des œuvres. Fin de la citation. Figurant ainsi l'expérience moderne de l'art comme le dévoilement de la sainteté du vide, Blanchot indique de manière cryptée la logique spectrale qui a guidé le devenir de sa propre pratique littéraire. Au fil du temps, celle-ci est devenue un sépulcre au sein duquel s'est déployée sa poursuite infinie du désœuvrement par l'écriture, sa recherche incessante du corps disparu de la littérature. À l'image de l'écrivain sans visage qui l'a écrite, son œuvre incarne ce que Pierre Michon désigne comme étant les deux corps de la littérature. Tombeau au sein duquel le corps matériel, scripturaire de l'auteur s'est effacé. Elle est aussi le tombeau de l'expérience littéraire moderne, le lieu où le corps éternel des lettres s'est révélé dans son absence et sa vacuité. Pourtant, sous le masque mortuaire de son idéalité, sous les apparences spectrales de son éthos de l'effacement et de la disparition, l'écriture de Maurice Blanchot cache un deuxième visage. Au fond du tombeau de son œuvre, le corps de l'oubli, représenté par le mythe de l'écrivain posthume et anonyme, se double d'un corps de la mémoire, l'incarnation de la matérialité et de l'historicité de ses pratiques scripturaires. En effet, la dimension mémorielle de celle-ci n'est pas simplement un repoussoir qui, à terme, lui aurait permis d'élaborer sa mythologie amnésique de la littérature. Elle est l'un des nœuds gordiens de son œuvre qui, à l'opposé des formes positives d'une mémoire heureuse, telles que pensées par Paul Ricoeur, ou encore celles négatives idéalisées de l'immémorial, met en relief la présence d'une mémoire angoissée, ambiguë et incertaine, en lutte avec la finitude inhérente à la crise du temps moderne. Pour cette communication, nous nous attarderons plus spécifiquement à sa pratique fragmentaire qui, à partir des années 60, deviendra emblématique de cette tension entre mémoire et oubli, inhérente au devenir impersonnel de son écriture, mais aussi significative du point de vue historique concernant la question de l'héritage. En effet, si l'art du fragment chez Blanchot peut se comprendre comme une manifestation exemplaire d'une amnésie mémorable, c'est-à-dire d'une pratique conjuguant à la fois l'effacement et l'inscription textuelle, la dissémination et la remembrance des formes littéraires et philosophiques, celle-ci problématise aussi sa transmission dans le temps, sa constitution en tant que legs des lettres modernes, mise à l'épreuve par les désastres du XXe siècle. De là, cette idée ici aujourd'hui de proposer une lecture du fragmentaire blanchotien comme pratique de la déshérence, une écriture qui, dans son inachèvement esthétique et ontologique, met en échec la donation du sens du passé au futur, sans toutefois et nécessairement la nier. Donc, pour bien cerner l'écriture fragmentaire de Blanchot,
Dans sa dimension à la fois mémorielle et historique, il est nécessaire de contextualiser l'évolution de sa pensée philosophique liée intimement au devenir littéraire et politique de son œuvre tardive. Bien que la philosophie ait été présente chez lui comme référence, bien que la philosophie ait toujours été présente chez lui comme référence et comme influence, dans son dialogue incessant avec Hegel et Heidegger notamment, ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il met en œuvre un véritable faire philosophique, incarné par son travail du fragment. Déjà, dans l'une de ses dernières fictions, La Tante l'oubli, publiée en 62, le fragmentaire apparaît comme une forme littéraire à forte teneur philosophique. Dans la narration discontinue du récit se construit une conversation intermittente entre un homme et une femme, ponctuée d'interrogations sur l'attente et l'oubli, évoquant ainsi une version désœuvrée d'un dialogue platonicien, neutralisé dans sa prétention idéaliste au vrai et à la totalité. À la suite de son engagement dans la production et la diffusion de la Déclaration sur les droits à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, Blanchot participe entre 1960 et 64 au projet de la Revue internationale. Dans une lettre datée du 8 février 63 et adressée à son collaborateur italien Ilio Vittorini, il souligne la nécessité du fragment pour la revue, afin de, et je cite, donner expression à une pluralité de réflexions différentes, c'est-à-dire de rejoindre par cette pluralité diverse la multiplicité plurielle des objets et des possibilités du monde. Fin de la citation. Tentative ambitieuse de création d'une publication transnationale, la revue ne verra jamais le jour sinon sous la forme d'un seul numéro publié en langue italienne sous le titre de Gulliver. Durant les soulèvements de mai 68, sa pensée du fragmentaire deviendra une pratique politique au sein du comité d'action étudiants-écrivains. Dans Tracts, affiches, bulletins, publiés anonymement en octobre 68 dans le comité, il rejette la mythologie du livre comme l'image d'un ordre culturel et sociétal qui cherche à réifier le sens de l'événement révolutionnaire. Je cite ici encore Blanchot. Plus de livres, plus jamais de livres, aussi longtemps que nous serons en rapport avec l'ébranlement de la rupture. Fin de la citation. Pour libérer la parole des normes institutionnelles de la reproduction culturelle, il est nécessaire d'affirmer une écriture propre à l'espace illimité de la rue. Les pratiques fragmentaires telles que, et je cite encore, l'écriture murale, ce mode qui n'est ni d'inscription ni d'élocution, des tracts distribués hâtivement dans la rue et qui sont la manifestation de la hâte de la rue, et des affiches qui n'ont pas besoin d'être lues, mais qui sont là comme défi à toute loi. Fin de la citation. Pour le Blanchot de 68, ces formes d'écriture s'imposeront comme les seules capables de répondre à l'injonction marxienne de la révolution en permanence contre l'ordre social établi. Ainsi, c'est dans l'optique de cette tentative de démythologisation du livre comme lieu privilégié de la transmission et de la reproduction culturelle que l'œuvre de Blanchot au tournant des années 70 s'orientera vers une recherche de l'absence du livre, une pratique du fragment littéraire et philosophique dont la finalité est l'invention d'un langage de l'oubli, la modulation infinie de ce que Lacoue-Labarthe nomme la patience amnésique. Cette lutte incessante, interminable du sujet blanchotien avec les instances de la mémoire formant l'antécédence de l'existence moderne. Donc, j'ai mis ici la citation de Lacoue-Labarthe sur ces trois instances, donc l'instance du langage ou de la mémoire de la langue, c'est-à-dire l'imposition de la langue, sa précédence qui se confond avec celle de la mort, l'instance de la littérature, c'est-à-dire l'antériorité absolue du récit, de l'invocation ou incantation sur tout discours possible, et puis l'instance de la mémoire elle-même comme faculté, qui est la hantise de la littérature moderne. Fin de la citation. Donc, pour Lacoue-Labarthe, le combat amnésique de Blanchot ne peut se dérouler qu'au cœur de la mémoire inconsciente que tissent ces instances et dont il cherche à effacer les traces. Son écriture fragmentaire serait l'expression tardive de ce combat à la fois littéraire, ontologique et politique que son œuvre aurait mené au fil du siècle pour sortir du cycle compulsif de la loi qui reproduit l'ordre établi du monde. Or, incarnant sa poétique de l'oubli, ou
plutôt, si je pourrais même dire, sa poétique idéalisée de l'oubli. Son art du fragment marque aussi son incarnation et inscription matérielle dans l'histoire. Malgré le travail d'effacement qu'il perpétue, le fragment blanchotien résiste et perdure, comme la marque de son expérience indéracinable du désastre, sa manière singulière d'exister, d'écrire et de s'inscrire dans le siècle. De ce fait, une telle manière trouvera son expression la plus aboutie dans ses deux ouvrages à fragments, Le pas au-delà de 73 et plus particulièrement L'écriture du désastre, écrit en 80. Dans ce dernier, le fragmentaire se pense d'abord et avant tout comme une forme radicale d'interruption et de non-pouvoir. Une citation un peu vertigineuse de Blanchot. L'interruption de l'incessant, c'est le propre de l'écriture fragmentaire. L'interruption ayant en quelque sorte le même sens que cela qui ne cesse pas, tous deux effets de la passivité. Là où ne règne pas le pouvoir, ni l'initiative, l'initiale d'une décision. Elle est le désastre d'un temps sans présent que nous supportons en attendant, attente d'un malheur non pas à venir, mais toujours déjà survenu et ne pouvant se présenter. En ce sens, futur, passé sont voués sans présent. Fin de la citation. Pour Blanchot, l'écriture à fragments est la répétition paradoxale d'une rupture qui ne cesse pas. Le règne circulaire du désastre d'un temps sans présent, une absence de temps vouée à l'oubli. Or, cette écriture figure aussi une temporalité, où perdure l'attente, la passivité d'un passé et d'un futur dépouillés de leurs possibilités, mais qui existent toujours sous une forme spectrale. Ce qu'il y a de la rupture, de la brisure et du morcellement dans le fragment met en lumière la violence du devenir, l'oubli des êtres et des choses du monde dans le dilatement du temps, tout en mettant en relief leur survivance fragmentaire. Ainsi, si elle se présente d'abord comme une topologie d'un art de l'oubli, d'une l'état technique qui repose, comme le définit Ricoeur, sur une rhétorique de l'extinction, une écriture pour éteindre, l'opposé de faire archive, la pratique fragmentaire de Blanchot est aussi l'espace scripturaire d'un art mémoriel, capable de mettre en forme le désastre comme souvenir. Dans sa matérialité textuelle, le livre, l'écriture du désastre, donc je vous présente quelques pages, et l'image d'une mémoire en ruine. Les fragments d'écriture s'agencent comme des formes de la pensée, s'enchaînent dans une narrativité qui ne reconstruit pas une unité, mais reproduit infiniment une discontinuité. La disposition matérielle des fragments, leur espacement met en intrigue la spatialité et la temporalité d'une mémoire toujours déphasée par rapport à elle-même, mais qui, dans son déphasage même, représente la source de l'écrire. Je cite ici Blanchot, « Il y aurait un écart du temps, comme un écart de lieu, n'appartenant ni au temps ni au lieu. Dans cet écart, nous en viendrons à écrire. » Fin de la citation. L'écart de l'écriture, du fragment, et l'écart mémoriel qui met en jeu la répétition de la différence, c'est-à-dire le retour incessant d'une pensée toujours autre, mais toujours aussi en devenir. C'est dans cette tension entre mémoire et oubli, entre continuation et interruption, qu'une telle écriture peut alors se comprendre comme une pratique de la déshérence, en tout cas selon moi, qui, malgré sa négativité, permet la transmission d'un certain héritage littéraire, philosophique et historique. En effet, comme le souligne Éric Ormenaud, et je vais terminer là-dessus, le fragmentaire chez Blanchot est une écriture qui a pris acte des déchirures de l'histoire, lesquelles ne se rassemblent pas, ne tendent pas vers un télos, mais s'exhibent fragmentairement comme autant de chroniques, voire de lambeaux du passé. Fin de la citation de Ormenaud. Dans sa temporalité disloquée, cette écriture a servi, par exemple, dans le cas de l'écriture du désastre, de cadre mémoriel à la toute brûlure d'Auschwitz. À cet événement, et je cite Blanchot, où toute l'histoire s'est embrasée, où le mouvement du sens, avec un grand S, s'est abîmé, s'est ruiné sans donner lieu à rien qui puisse s'affirmer. Fin de la citation. S'il ne peut jamais être identifié, situé ou nommé dans la trame du devenir historique, le syntagme du désastre reste pourtant le lieu d'une configuration temporelle et d'un héritage historique. Il lie de manière paradoxale
sinon contradictoires, le passé et l'avenir. Nous sommes au bord du désastre sans que nous puissions le situer dans l'avenir. Il est plutôt toujours déjà passé et pourtant nous sommes au bord ou sous sa menace. Penser le désastre, c'est n'avoir plus d'avenir pour le penser. Fin de la citation. Le désaxement des astres, rupture sidérale de l'être, du même, de la reproduction de l'ordre établi, figure une constellation disloquée du temps, la suture du passé toujours déjà passé, d'un présent toujours menacé et d'un avenir insituable. Or, c'est à travers cette figuration singulière de l'expérience temporelle, s'articulant dans le fragmentaire, dans la pratique fragmentaire, que pourra se lire pour Blanchot, s'écrire et se léguer la mémoire d'Auschwitz, hein? Cette brûlure de l'Holocauste, l'anéantissement du Midi, le désastre. En dernière instance, l'héritage impossible à transmettre des camps trouvera dans l'œuvre blanchetienne l'espace scripturaire de son amnésie mémorable, la donation du passé au futur, d'un sens en souffrance qui, à la fois comme expérience du manque et de la douleur, deviendra l'une des marques indélébiles, ineffaçables du XXe siècle. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.